Eh bien, comme à notre habitude, nous allons mettre justement certains sujets sur la table. Commençons déjà par le G5 Sahel qui s'effondre. L'échec que Paris ne peut ignorer. C'est ce que nous faisons savoir, nous faisons savoir ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Après quelques jours d'absence pour cause de maladie, nous sommes de retour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'alliance des 5 pays contre les djihadistes du Sahel, soutenue par les Européens, mais particulièrement par la France, n'a plus de sens depuis le départ de 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Mauritanie et le Tchad en ont pris acte finalement. Eh bien, pour cause, on va le dire comme ça, de ce qui se passe actuellement depuis quelques années. Cette alliance créée depuis 2014 de 5 pays de cette immense région semi-désertique d'Afrique où sévissent, on va le dire comme ça, le terrorisme organisé par l'Occident depuis plus de 20 ans. Eh bien, cette alliance des G5 Sahel a perdu sa raison d'être depuis le départ de 3 pays, le Mali, le Niger et surtout le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Eh bien, mesdames, messieurs, ces 3 pays sont en effet aujourd'hui dirigés par des nationalistes et subissent, on va le dire ainsi, des sanctions économiques et diplomatiques internationales et préfèrent aujourd'hui collaborer entre eux, si tant que la lutte contre les djihadistes et surtout Al-Qaïda au Maghreb, et sans oublier Daesh, soit, on va le dire, leur priorité, plutôt que dans un cadre institutionnel lié avec les Occidentaux. Le G5 Sahel, il faut le rappeler, mesdames, messieurs, était en effet financé et soutenu avec le feu vert de l'ONU par des militaires occidentaux, en premier lieu la France, ex-puissance coloniale, qui avait fourni, nous dit-on, des véhicules, le matériel et la formation via son opération Barkhane, forte de plus de 5100 hommes. Eh bien, la France avait dû replier successivement ses forces du Mali, Burkina Faso et surtout du Niger au fur et à mesure que ces pays passaient justement sous le contrôle des nationalistes. Finalement, se pose bien la question de savoir à quoi a servi finalement la présence française dans le G5 Sahel, à quoi a servi la présence européenne, parce que jusqu'à preuve de contraire, on nous fait savoir qu'il y avait le matériel, mais nous le savons tous, mesdames, messieurs, il n'y a jamais eu de matériel qui venait de la France ni de l'Union européenne. D'ailleurs, était-il là pour aider ces 5 pays à lutter contre le djihadisme? La Mauritanie et le Tchad ont pris donc acte de la décision de retrait de leurs 3 anciens partenaires. La dissolution en conséquence du G5 Sahel semblait au demeurant inéluctable depuis que le Mali, le premier, avait rompu les ponts avec ses partenaires occidentaux progressivement entre 2022 et avril dernier. Les pays qui, jusqu'à preuve de contraire, se sont tournés en effet vers la Russie, plus précisément vers, on va le dire, le groupe Wagner, qui leur sert en tout cas de garde prétorienne au prétexte, on va le dire, jusqu'à preuve de contraire, de les assister contre les djihadistes. Il faut également dire que le nombre de morts provoqués par les attaques djihadistes a doublé, on va le dire comme ça, depuis que la France avait mis les pieds dans ces pays. Comment comprendre donc que, eh bien, la France, avec ses bases militaires qu'elle avait sur le continent africain, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, n'a pas pu lutter contre le djihadisme, n'a pas pu lutter contre les terroristes. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'elle était présente sur le sol de ces pays, eh bien, mesdames, messieurs, il faut le rappeler, le djihadisme, le terrorisme a pris de l'ampleur au point, mesdames, messieurs, il faut le dire, de prendre l'ampleur sur 70% du territoire de ces pays-là. Voilà pourquoi nous parlons en tout cas de ce sujet ce matin. Le G5 Sahel s'effondre, l'échec que Paris ne peut ignorer. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Eh bien, il a cherché pour nous tout ce qui se cache derrière ces informations. D'ailleurs, nous vous le disions il y a encore quelques semaines que le G5 Sahel n'existe plus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Longo. J'espère que vous allez mieux ce matin. Ça commence à aller. Gloire à Dieu. Je dis bonjour aux techniciens de Panafricaniste TV ainsi qu'au management. Bonjour à l'Afrique, bonjour au peuple noir. Je dis bonjour à tous ces opprimés de la Terre, de la planète Terre, les opprimés, n'est-ce pas, des vaccins, de la dictature, des injustices, de quelque nature que ce soit. Du nouvel ordre mondial des États incarné par les États-Unis et leurs amis de l'OTAN. Je dis bonjour
aux Nigériens, bonjour aux Burkinabés, bonjour aux Maliens, bonjour aux Centrafricains, surtout bonjour à nos frères de la République démocratique du Congo qui se préparent à un événement majeur, notamment les élections générales, avec en toile de fond l'élection présidentielle qui doit se tenir, je crois, dès le 23 décembre prochain. Quand je l'ai dit, M. Tizilongos, il y a eu pratiquement un point de presse qui a été organisé du côté de Cotonou la semaine dernière. Il vous souvient que, toujours sur cette tribune, nous avons eu à débattre d'une thématique qui parlait de la présence des armées françaises du côté du Bénin, oui, notamment au nord du pays. Naturellement, le gouvernement béninois a cru devoir inviter sur son sol le chef d'état-major de l'armée française, notamment un certain Thierry Boucard, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé là-bas la consolidation des accords de coopération militaire. Il y a eu donc un point de presse au cours duquel, n'est-ce pas, il a été posé à monsieur le général oui, la question de savoir si c'est vrai que l'armée française se trouve en territoire béninois. C'est à quoi il a répondu, je cite, « La présence de l'armée française au Bénin n'est pas permanente. » Mais il n'a pas reconnu qu'il existe une base française, de l'armée française, mais il reconnaît que la présence de l'armée française au Bénin n'est pas permanente. Ce qui suppose donc qu'il existe une présence de l'armée française au Bénin. C'est ça qui nous intéresse. Et à quoi sert donc cette présence de l'armée française qui a établi des postes de militaires de reconnaissance qui sont bien évidemment opérationnels? À quoi sert donc cette présence française qui n'est pas très officielle? C'est-à-dire, elle est officieuse en tant que, au nom de la formation militaire, elle est officielle du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Mais pourquoi est-ce que cette présence n'est pas véritablement connue? Pourquoi la France, je parle de ses mercenaires, entreillis, évolue à visage caché du côté du Bénin? Ce qui est intéressant pour nous, c'est que monsieur le général n'a pas, n'est-ce pas, nié l'existence, n'est-ce pas, de ces mercenaires du côté du Bénin. Il a accepté. C'est vrai que nos confrères n'ont pas été assez incisifs pour lui demander à quoi j'ai envie de dire, quel est le motif ou les motivations de la présence militaire de l'armée française de ce côté. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Nous le disions encore il y a quelques jours. Nous savons qu'il y a une présence de militaires français du côté du Bénin, précisément au nord. Nous vous avons donné d'ailleurs les villes dans lesquelles ces derniers se retrouvent. Voilà. Et puis, il faudrait pas que demain après-demain, on dise que non, ça n'existe pas, même si nous savons ce qui se cache derrière. Albert Anatola, ici, nous le savons tous désormais, le G5 s'est effondré. Nous l'annoncions d'ailleurs il y a encore quelques semaines et plusieurs mois d'ailleurs, que ce machin n'existe plus. Cet échec, Paris peut-il l'ignorer? Je pense qu'il s'agit tout simplement de notre échec de Paris au Sahel. Nous l'avions annoncé après le retrait du Mali, je crois que c'était en 2022. Les malhonnêtes, si vous voulez, les malhonnêtes, les intellectuellement malhonnêtes, continuaient à appeler ça G5 Sahel, alors que nous savions que c'était G4 Sahel. Après le départ du Niger, du Burkina Faso, ils ont continué à appeler ce machin-là G5 Sahel. Alors qu'il a été acté que désormais il faut appeler ça G2 Sahel. Et comme on a l'habitude, les événements annoncés par les panafricanistes que nous sommes se sont accomplis. Au point où aujourd'hui, la Mauritanie et le Tchad ont dû justement se rendre à l'évidence de ce qui n'était pas
du tout possible de pouvoir tenir la barque à deux. Alors, la Mauritanie qui joue un rôle ambigu, plusieurs fois, je vous ai fait comprendre que sur le sol mauritanien se trouve la CIA et l'OTAN. Sur le sol tchadien se trouve une base militaire de l'armée française qui date de Mathusalem et renforcée par plusieurs contingents chassés du Niger. Alors, ces deux-là, qui sont dans un rôle que nous connaissons, ont donc acté, n'est-ce pas, la dissolution de ce machin, qui a été, comme vous le savez, vassalisé, infiltré par Paris, qui a cru devoir jouer le gros bras, les arrogants, alors qu'ils n'avaient pas les moyens, ni la volonté encore, la possibilité de pouvoir gérer quoi que ce soit. Contrairement à ce qui est souvent dit, c'est important pour l'histoire et les faits, nous sommes les journalistes, il faut toujours mettre en perspective, en avant les faits. Le G5 Sahel n'a pas été créé par Paris. Le G5 Sahel a été créé par le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, à l'initiative, à l'époque, du maréchal Mahamat Déby Itno, de regretter mémoire. C'est pour cette raison que, pour rendre ce machin-là plus opérationnel, de son vivant, il a mobilisé la logistique, il a fourni un lot contingent d'hommes, il a mis de l'argent. Plusieurs promesses ont été faites par Paris de pouvoir permettre au G5 Sahel de fonctionner du point de vue d'avoir une autonomie financière. Il y a même eu, j'ai envie de dire, des sommets de levée de fonds avec des promesses du côté de Paris, promesses non tenues, jusqu'à ce que cette affaire-là meure de sa belle mort. En fait, Paris s'est infiltré dans cette affaire parce qu'il a fleuré une sorte d'autonomisation à la fois des États, mais surtout de leur armée, dans le cadre de ce que nous pouvons appeler l'indépendance en matière de défense, dans la souveraineté militaire, si vous voulez. Alors, il fallait donc que Paris vienne jouer les perturbateurs, raison pour laquelle, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre chapeau, aucun terroriste n'a été tué du tout, malgré l'impressionnante mobilisation des différentes forces qu'on a connues, Takuba, MINUSMA, Barkhane et consorts, sans oublier les armées nationales de ces pays. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté. Il fallait donc absolument tirer les leçons. Et ce que vous ne pouvez pas avoir autant de moyens, nous en avons vu, j'ai envie de dire, lors de la démobilisation de Barkhane du Mali vers le Niger, on a vu plusieurs centaines n'est-ce pas, de camions transportant le matériel militaire. Nous avons vu des chars légers, nous avons vu des blindés, nous avons vu les vecteurs aériens, mais tout ce matériel-là, ça sert à quoi? Nous avons vu des milliers d'hommes débarquer déployés du côté du Niger, abandonnant le Mali à son petit sort. Mais finalement, on se demande à quoi servait la présence française et ses amis, ses alliés européens du côté du Mali et plus généralement du côté du Sahel. La question vaut son pesant d'or. Donc, quoi qu'il en soit, il est loisible de pouvoir constater tout simplement l'échec, non seulement de Paris et ses alliés, mais surtout l'échec de la sous-traitance de la sécurité de nos États par des armées étrangères qui sont en mission, qui sont en opération extérieure, c'est-à-dire ils viennent faire du business. Albert Natola, ici, vous parliez tout à l'heure de la souveraineté militaire. Avec cet échec du G5 Sahel, les Africains, alors les pays africains, vont-ils encore faire confiance à un pays comme la France, pour ne pas dire aux Occidentaux?
Non, je pense qu'il n'y a pas que la France qui soit concernée en ce qui concerne les questions de sous-traitance, les problématiques relevant de la sous-traitance en matière de défense ou de la sécurité, non. Que ce soit la Russie, qui est une alternative, de mon point de vue, qui doit être une alternative temporaire ou transitoire, les pays africains, après plus de 60 ans d'indépendance, même si elles sont factices, ces indépendances, devraient avoir une autonomie en matière de défense. Oui. Ça, c'est important. En matière de défense, en matière de sécurité intérieure et extérieure. Vous ne pouvez pas sous-traiter votre sécurité, n'est-ce pas, aux armées étrangères. Parce que ces armées étrangères ne sont pas là pour faire le boulot. Lorsqu'une armée étrangère met plus d'1 an sur votre territoire, ça devient une armée d'occupation. Et il y a toujours ce que vous savez, les désagréments que cela comporte avec les conséquences que nous observons, c'est-à-dire les viols, avec les bavures, et nous en avons à profusion sur le continent africain, notamment au Sahel, notamment du coup de la République centrafricaine, avec ce que vous avez appelé à l'époque l'opération Sangaris, qui a été portée par, n'est-ce pas, les militaires français. Nous avons connu des cas de mœurs, c'est-à-dire les viols de mineurs par les militaires. Oui. Nous avons également connu du côté du Sahel, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Donc, il faut donc éviter que nos États puissent véritablement demeurer sur le parapluie sécuritaire de Paris, de Washington ou les autres. C'est pour ça qu'il est important pour nos États qui pensent, parce que vous qui aspirent à la souveraineté politique, économique et consort, de pouvoir également aspirer à la souveraineté monétaire, j'ai dit sécuritaire, en matière, militaire, voilà, militaire, en matière de défense. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la meilleure personne qui peut mieux vous protéger, c'est votre armée. Si vous voulez, la meilleure institution qui peut le mieux assurer la sécurité de votre pays, de vos concitoyens, c'est votre armée. Ce n'est pas une armée étrangère. Oui. L'armée étrangère peut être intéressante dans le cadre de la formation. Oui. Mais en ce qui concerne le caractère opérationnel qui doit être attribué à une armée, à une force de défense, c'est là relève de la compétence de votre armée, des armées nationales, et non des armées internationales. Non. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je crois que les chefs d'État africains, les gens africains vont justement tirer les conséquences de ce qui s'est passé pas seulement au Sahel, avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ou en Centrafrique avec l'éviction, n'est-ce pas, des armées étrangères de ce côté, mais également tirer les conséquences de ce que il urge de pouvoir avoir des armées professionnelles, d'avoir une autonomie en matière de défense, formée, c'est vrai, former cela, ça coûte cher, mais c'est le prix à payer. Si vous ne voulez pas vous retrouver à embrasser des mercenaires ou alors des armées d'occupation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le contexte ukrainien, vous avez une multitude de sociétés de mercenaires de ce côté-là, qu'elles soient françaises, américaines, britanniques et consorts, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais lorsqu'il s'agit des instructeurs de Wagner, j'ai envie de dire, en SCA, au Mali, ou bien peut-être au Burkina Faso, et peut-être également bientôt, du côté du Niger, ça fanfaronne non seulement auprès des opinions publiques hexagonales ou européennes, mais sur les plateaux de télé, ou au travers des analyses des pacotilles, comme nous observons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure autonomie, parce que comme nous le savons, oui, lorsque un pays est confronté à une menace, quelle que soit sa nature, l'armée nationale reste le dernier rempart. Vous ne pouvez pas vous projeter dans une dynamique de développement économique, d'émergence, sans avoir une armée. Comment est-ce que vous faites pour protéger vos investissements? Ce n'est pas une armée étrangère qui viendra protéger vos investissements. Bien au contraire, cette armée-là va plus créer des dynamiques de déstabilisation, des dynamiques de conflit, pour pouvoir justifier et maintenir sa présence, motiver sa présence. Donc, vous avez donc, ces États-là ont intérêt, j'ai envie de dire, ces présidents-là, ces chefs d'État-là ont intérêt à pouvoir former des compatriotes qui puissent être capables de défendre la souveraineté de leurs États, mais surtout la sécurité de leurs concitoyens. Peut-on faire aujourd'hui le bilan du G5 Sahel avec l'infiltration de la France? Je pense que non, il n'y a aucun bilan à faire, si ce n'est que celui que vous savez. Échec?
total. Échec total. La seule chose qu'on nous rappelle tout le temps, c'est que on est très ingrats. Les Africains sont ingrats. Il y a 59 mercenaires français qui sont tombés au Mali pour défendre le Mali qui allait devenir un califat en 2013. Oui. Mais on oublie, certainement et paradoxalement on oublie, dans le cadre d'une indignation sélective que nous leur connaissons, que dans les 2 guerres que le monde a connues, l'Afrique a perdu des milliers d'hommes pour défendre, j'ai envie de dire, non seulement pour défendre, mais libérer la France. Que valent 59 soldats devant des milliers d'hommes qui sont enrôlés quelquefois par la France et à la fin de l'âge, qui sont tombés au nom de la France. Et on ne va pas également oublier ceux qui sont morts assassinés par la France le 1er décembre 1944. Tout à fait. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'ils réclamaient tout simplement ce qui leur revenait de droit. C'est-à-dire les primes de démobilisation, les primes d'engagement, entre autres. Mais parce qu'ils ont osé, non seulement leur victoire sur l'Allemagne nazie leur a été volée, parce que lorsqu'ils sont arrivés au moment n'est-ce pas, de la parade, ils ont été mis de côté. On a oublié des badauds français qui ont défilé comme étant des libérateurs de la France. Voilà l'imposture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 du côté de Thiaroye au Sénégal, de Dakar, ça devrait interpeller notre histoire, la conscience africaine, la conscience noire d'une manière générale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe également avec la sous-traitance de la sécurité de certains États auprès de Paris, de Washington, auprès, j'ai envie de dire, d'Israël bien de la Russie, ça devrait pouvoir, quand même, de mon autre point de vue, faire réfléchir. Les solutions alternatives auprès de la Russie doivent être temporaires et doivent être limitées dans le temps. Vous ne pouvez pas quitter, j'ai envie de dire, un maître pour entrer sous le giron de notre maître. Ça veut dire que vous n'avez pas grandi. On va vous regarder de manière infantilisante, paternaliste, comme ils savent bien le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que 63 ans après, pour ces temps, après les indépendances, il est quand même, c'est un scandale inacceptable que certains pays ne puissent pas avoir des armées dignes de ce nom. Moi, j'aime toujours apprendre. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'exemples très, très concrets, j'ai envie de dire positifs, du point de vue camerounais, mais je suis quand même fier de l'armée camerounaise. Je suis fier de l'audace, le courage qu'a eu, n'est-ce pas, le chef des armées camerounais, président Paul Biya, a modernisé, a réformé l'armée au début des années 2000, en battant en brèche les accords de défense et de coopération militaire qui lient le Cameroun à la France. Et ce qui suggérait que si le Cameroun a un souci sécuritaire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières, il peut faire appel à l'armée française, non. Paul Biya a décidé de réformer l'armée, de contourner ces accords de défense que la France a signé avec la France et qui coûte très cher, mais surtout à créer d'autres forces que celles habituelles. Donc aujourd'hui, le Cameroun est connu comme étant l'une des meilleures armées au monde, en Afrique, mais surtout l'une de ces écoles de formation, l'une de ces écoles militaires, l'école militaire interarmée, qui forme plusieurs officiers d'ici et d'ailleurs. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui me rend très fier. Je crois que les pays africains devraient s'inspirer de ça. Ils devraient s'inspirer de l'exemple camerounais qui consiste justement à être autonome et souverain en matière de défense. Merci à vous, Albert Latola, ici, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, messieurs, vous l'avez très bien compris, hein, jusqu'à preuve de contraire, c'était la dissolution du G5 Sahel. Désormais, c'est acté et nous pensons que c'est un autre échec de Paris. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.